Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois Antoine Triard, directeur des systèmes d'information de la ville de Chelles et président du Coter Numérique, un collectif engagé pour faire du numérique un levier de transformation des territoires. On pense souvent que la cybersécurité ne concerne que l'État ou les grandes entreprises, mais en réalité, la vraie bataille se joue parfois ailleurs, dans les mairies, les centres sociaux, les services techniques. Là où l'on gère des infos essentielles à notre quotidien sans faire de bruit. Aujourd'hui, les collectivités sont au cœur du numérique. Elles font circuler des données, pilotent des capteurs, hébergent des infos sensibles et forcément, ça génère des risques. Dans cet épisode, on va parler du numérique dans les territoires, de nouvelles menaces, d'intelligence artificielle et de tout ce que ça veut dire pour l'avenir de nos villes à l'heure des smart territories. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com, catégorie podcast. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors le prochain thème du Coter numérique est évocateur, la data et l'IA au cœur de nos territoires durables. Et ça tombe bien puisqu'on va justement faire un premier filage aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans les enjeux qui traversent l'écosystème cyber des collectivités territoriales, j'ai pour habitude de revenir sur le parcours de mon invité. Alors, vous avez commencé dans le privé comme ingénieur réseau chez But. En 2006, vous faites un virage vers le secteur public en rejoignant la ville de Chelles. Vous devenez responsable télécom et infrastructure, puis vous choisissez, vous continuez à Noisy-le-Sec en tant que DSI, avant de revenir à Chelles en 2014 pour y diriger les systèmes d'information de la ville et de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le privé pour rejoindre le service public ? Est-ce qu'il y a une approche différente sur les sujets réseau et cybersécurité notamment ? Alors, c'était un hasard. Ça faisait donc 3 ans que j'avais commencé chez But, et puis voilà, j'ai vu cette annonce sur la ville de Chelles dans le magazine de la ville, sur lequel c'était un poste qui m'intéressait parce qu'il y avait toute la partie réseau, mais également toute la partie infrastructure, donc système. Et donc j'ai trouvé que le poste était plus intéressant et que voilà, j'étais dans mon début de carrière, donc il était pour moi important finalement de changer, de pas rester obligatoirement chez But. Donc j'ai postulé à la ville de Chelles, mais c'était vraiment par rapport à ce périmètre. Et puis après, dans un second temps, c'est vrai que travailler pour le secteur public, c'est quand même il y a un intérêt différent. Voilà, on met en place des solutions pour le citoyen dans ses besoins quotidiens. On dit souvent tout au long de la vie, puisqu'on gère les applications de la crèche jusque les applications qui vont gérer le cimetière. Donc voilà, on est présent tout au long de la vie dans notre société, et donc c'est vrai que c'est un plus de travailler dans les collectivités, en tout cas au niveau des systèmes d'information, de mon point de vue. Je comprends. Et alors, depuis 2021, vous présidez le Coter Numérique, qui est une association qui rassemble les DSI, les DSIN, les DST, les RSSI des collectivités territoriales, avec pour vocation de mutualiser les expériences, de défendre des intérêts communs et d'explorer ensemble des pistes d'innovation technologique au service des territoires. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, le Coter Numérique, c'est une association de loi de 1901. Elle existe depuis 35 ans. On organise notre 34e congrès cette année, 17 et 18 juin à Clermont-Ferrand. Donc on a des moments d'échange tout au long de l'année et de partage, d'innovation avec des retours d'expérience de collectivité. Et puis notre moment important, donc le congrès où on rassemble l'ensemble de l'écosystème des collectivités informatiques et les DSI de tout type de collectivités, qui permet aussi de partager avec nos pairs sur nos problématiques, nos besoins, et des fois donc de pas avoir besoin de tester plusieurs solutions quand on a des bons retours de quelques collègues sur ce qu'ils ont mis en place. Et donc cette année on va parler de l'IA, puisque c'est dans toutes les bouches, et on est vraiment dans un enjeu important, que ce soit pour les collectivités, les éditeurs et tout le monde du numérique. Et alors, c'est quoi vos axes de travail ? Vous parlez d'IA. Est-ce qu'il y a d'autres grands enjeux pour vous au Coter numérique en ce moment ? Alors, il y a toujours les enjeux quotidiens des métiers et de l'accompagnement de nos métiers et fonctionnels. Il
y a cet enjeu cyber qui est présent depuis quelques années, est très présent depuis quelques années, bien sûr. Et puis, on voit aussi la transformation des directions des systèmes d'information, direction du numérique, qui intègre toute la partie Smart City de nos collectivités, avec des objets connectés, de l'IP, et donc obligatoirement la DSI qui prend en charge des nouvelles, des nouveaux périmètres, le SIG, la data, sont des enjeux importants pour nous. Alors, dans le côté numérique, vous avez des profils assez variés. Vous avez à la fois des DSI de grandes métropoles et puis aussi de petites communes. Vous avez à la fois aussi des RSSI, des directeurs techniques. Est-ce qu'il existe un consensus sur les grandes orientations à prendre ou est-ce que parfois il faut arbitrer avec des visions très contrastées ? Alors, on est une association, donc on laisse le choix à chaque DSI d'organiser, et c'est vrai dans toutes les collectivités. Donc d'abord, c'est souvent notre politique qui va décider des choix stratégiques de la collectivité, et après nous on est là pour les mettre en place. Donc on va plutôt s'informer des uns et des autres de ce qu'ils ont mis en place dans les choix politiques de leur collectivité. C'est évident que les grosses collectivités avec des moyens plus importants sont souvent en avance sur certains projets, et leur vision ou leur retour sont souvent très importants pour des collectivités plus modestes comme la ville de Chelles, 55 000 habitants, ou même plus petites de 10 ou 15 000 habitants. Un peu un win-win alors. Alors on dit souvent qu'il existe deux types d'organisations, celles qui ont été cyberattaquées et puis celles qui savent qu'elles l'ont été. Dans un monde toujours plus connecté, les collectivités territoriales se retrouvent au cœur de la menace, parfois même sans en avoir conscience. Lorsqu'un maire a 3000 sujets à traiter, est-ce que la cybersécurité a pris autant d'importance dans les priorités des communes que la voirie, la sécurité locale, les déchets par exemple ? Ou est-ce que la non-visibilité de l'investissement numérique reste un frein culturel dans les collectivités ? Alors, il est évident que sur les 5 dernières années, on a eu quand même beaucoup de cas de collectivités qui sont fait attaquer, oui. Nous-mêmes en 2019, et ça a permis de sensibiliser et de se sensibiliser, puisque les collectivités, à la différence sûrement des PME ou des entreprises, ont systématiquement communiqué sur leurs attaques qu'ils ont subies, et donc ça a permis, parce que nous on a un réseau de DSI, mais il y a les mêmes réseaux d'élus qui existent aujourd'hui, et ça a permis de sensibiliser les élus, et c'est vrai que pour ma part et pour une grande majorité de collectivités qui ont connu ou pas des attaques, la cyber reste un point important et non négligé par les élus, par cette information qu'ils ont, comme quoi c'est très sensible, et dont on a une obligation de protéger les données, l'image de la collectivité également. Alors, quand on parle de cyberattaque, on pense spontanément aux rançongiciels, aux demandes de paiement en crypto, aux cybercriminels en quête de profit. C'est la typologie la plus visible, la plus médiatisée. Mais est-ce que c'est vraiment la plus fréquente dans les collectivités ? Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous observez d'autres logiques d'attaque moins spectaculaires ou lucratives, mais tout aussi structurantes finalement ? On va dire que sur 2024, on a quand même vu des nouvelles attaques. Alors, on peut le voir différemment, mais il y a eu beaucoup d'attaques par deny de service et des sites internet, des sites institutionnels qui ont été bloqués plusieurs heures, voire une journée. Et donc c'était des attaques qu'on voyait moins avant, en tout cas. On était plus sur des rançongiciels. Alors on peut avoir deux lectures. Moi, je me dis lecture positive, c'est-à-dire que nos collectivités sont mieux sécurisées et donc finalement il ne reste plus que quelques types d'attaques qui sont plutôt des attaques qui vont pas en tout cas empêcher le fonctionnement de la collectivité, mais qui est plutôt sur la vision, l'image de la collectivité. Par la perte de son site internet institutionnel, et donc ça veut dire qu'il rentre pas obligatoirement dans ce système d'information, donc c'est plutôt positif. La deuxième, c'est que ça a été lié, enfin 2024 a été comme une année assez dense avec les JO. Oui. On a été peut-être plus des collectivités ont été plus ciblées que par le passé, et donc voilà. Et est-ce que vous faites face du coup à des actions de déstabilisation, de sabotage, des infiltrations longues, ou même des intrusions dont on ne connaît pas encore la finalité ? Je pense notamment au contexte actuel d'instabilité géopolitique croissante depuis 2022. On a eu la guerre en Ukraine, il y a les tensions au Moyen-Orient,
il y a eu les élections majeures aux États-Unis. Est-ce que vous percevez un glissement dans les motivations ou dans la signature des attaques? Et est-ce que certains signaux faibles vous inquiètent plus aujourd'hui qu'il y a quelques années? Alors, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les attaques, comme vous le dites, elles sont préparées. Il commence à y avoir, on commence à dans nos systèmes d'information à prendre la main, à miner différents endroits, et puis la charge, elle est lancée à un moment clé, information d'histoire, etc. Mais on a pu le voir, en tout cas par des retours d'expérience de collectivité, le travail était fait bien en amont. Et donc c'est là-dessus où on a besoin en fait d'avoir une vision peut-être aussi par l'acquisition de solutions de détection sur le réseau, d'avoir une vision autre que sur on va dire une sécurité plus basique avec l'EDR, mais qui a certaines limites dans le sens où on ne voit que ce qu'on a protégé. Et s'il y a une erreur humaine ou un oubli humain qui fait qu'on a quelques machines qui seraient pas protégées, ou parce que pour tel ou tel type d'application, on a un problème de fonctionnement, donc on l'a mis un peu de côté. Même si moi je prône une très grosse rigueur sur tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est antivirus de nos postes et nos serveurs, et que ça doit rester la priorité avant le fonctionnel. Mais il y a des fois des possibilités qui fait que il est nécessaire aussi, et c'est là-dessus où on va être plus vigilant sur ce qu'on ne voit pas dans nos consoles classiques, par l'acquisition d'une solution qui va regarder le réseau et qui va peut-être voir des choses que l'on n'aurait pas vues par le passé. Comme un NDR, par exemple. Comme un NDR, voilà. Alors j'avais reçu Anne Le Henanf, qui est actuellement députée et qui était ancienne première maire adjointe de la ville de Vannes, qui nous confiait dans ce podcast en 2022 que leur mairie à Vannes déjouait en moyenne une dizaine de cyberattaques par semaine. Alors, j'imagine que ça a évolué depuis quelques années. Donc évidemment, ces cyberattaques étaient de différentes intensités, mais avec une certaine régularité. Et quand on entend ce genre de chiffres, on réalise à quel point la menace, elle est permanente, elle est presque banalisée. Est-ce que c'est votre ressenti au quotidien aussi, cette notion d'attaque ponctuelle, spectaculaire? Elle est peut-être surmédiatisée, alors qu'en fait, en réalité, on a des cyberattaques tout le temps et de manière très régulière. Donc oui, on est de toute façon soumis à des attaques régulières. Alors tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, parce que c'est des robots au départ de toute façon qui attaquent, on va dire les collectivités, mais les ETP finalement tous les sites internet que l'on peut trouver, et par des failles qu'ils vont trouver sur ces robots avec une corrélation sur le dark web de credentials. Donc c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que finalement toutes les attaques que l'on a, on parle souvent du moment où la collectivité a été victime, mais l'attaque elle s'est faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois, et des fois même on a pu constater en tout cas par des retours d'expérience de collectivité que donc c'est pour ces robots, donc ces attaques tous les jours vont trouver une faille, vont la revendre sur le dark web, etc. Et en fait, ça peut être vendu sur le dark web jusqu'à 17 fois, jusqu'à ce que la personne a éliminé. Donc, on est soumis à des attaques tout le temps, ça c'est sûr. Pour autant, c'est pas, elles vont pas être, ça va pas être des attaques, éclairs. Ça va prendre le temps d'aller plus loin, et en fait ce qu'il faut sur notre SI, c'est surtout le sécuriser pour que s'il y a une première brique qui est passée, la deuxième la bloque, etc. Donc par rapport aux différentes problématiques, et avoir une visibilité, d'où le NDR, de ce qui pourrait se passer sur une vision finalement. J'ai mon collègue qui me dit aujourd'hui en termes de cyber, on a une ceinture, des bretelles, mais le NDR, ça va être l'élastique au niveau de la taille qui n'est pas visible, mais qui va nous permettre de voir un peu ce qui reste, ou en tout cas des résidus de réseau ou de flux
qu'on ne verrait pas sur nos différents outils, mais qui nous permettrait de dire attention, là c'est quand même étrange, on a quelque chose qui est pas normal. Mais voilà, on est attaqué tout le temps. D'abord la phrase très commerciale qu'on entendait ces dernières années, qu'on entend moins, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Je trouve qu'elle était c'était pour dire allez, faut mettre des choses. Allez, on se fait attaquer tout le temps. Voilà. Par contre, il faut mettre le niveau de sécurité qui correspond pour pas que ces attaques, ces robots ou autres, puissent rentrer, pénétrer, prendre la main et faire des choses qui pourraient occasionner des gros dégâts. Et alors, il y a eu pas mal de réglementations qui sont arrivées là récemment. Il y a eu la directive NIS 2 notamment qui renforce les obligations des structures publiques dites essentielles ou importantes. Est-ce que vous voyez ça plutôt comme un moteur pour faire avancer la maturité cyber des territoires, ou est-ce que vous craignez plutôt qu'on surcharge les collectivités qui sont déjà au bord de l'asphyxie réglementaire ? Alors, l'asphyxie réglementaire est souvent financière en plus. Donc, je pense que la réglementation NIS 2 est quand même une bonne chose puisque ce qu'elle prône en fait, finalement, c'est un peu l'état de l'art de la cyber pour une collectivité ou pour une entreprise. Donc, on doit se mettre à ce niveau-là. Il y a la norme ISO 27001 qu'il faut suivre, sur lesquelles beaucoup de collectivités. Après, en termes de moyens, c'est pas évident de tout mettre en place, mais je compte sur l'ANSSI. Ils sont en train il y a un premier portail qui a été mis en place pour nous accompagner au mieux, pour aussi comprendre la problématique des collectivités. Souvent, c'est sur sur tout ce qui est mise à jour de procédures, etc. Pour les petites collectivités, qui sera peut-être un peu dur. Sur tout ce qui va être gestion aussi de nos sous-traitants. Donc jusqu'à maintenant, je trouve que l'ANSSI nous accompagne super bien avec le plan de relance et c'est toujours très carré. Ça répond aux besoins et aux périmètres des uns et des autres. Et donc, disons, je pense que, j'espère et qu'avec l'ANSSI, on aura cet accompagnement qui sera au plus près. Voilà. Après, sur la réglementation, a priori, il ne devrait pas y avoir de pénalités financières sur les collectivités. Donc bon, c'est un mal ou un bien, je sais pas, mais en tout cas, il est nécessaire que les collectivités se sécurisent. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de collectivités, en tout cas de notre taille ou plus grandes ou d'une certaine taille. La problématique elle reste quand même sur les plus petites et c'est pas NIS 2 qui va les gérer. Et c'est là-dessus où je pense que l'État doit aussi accompagner toutes ces petites collectivités. Je comprends. Alors, vous parliez de l'ANSSI tout à l'heure. Dans le rapport de l'ANSSI 2025 sur les menaces dans les collectivités territoriales, on observe que les départements ont été plus touchés par des cyberattaques que les régions. Donc, 44 incidents contre 29. Ce chiffre pourrait laisser penser que les attaquants adoptent une forme de hiérarchie animale en visant le plus faible. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ils partent du principe que les départements sont moins bien protégés, donc plus faciles à compromettre, ou est-ce que ce sont les informations qu'ils hébergent, souvent très proches du quotidien des citoyens, qui les rendent plus intéressants ? Ou alors, est-ce que ça révèle quelque chose du niveau technique de ces attaquants qui seraient tout simplement pas en capacité de viser des infrastructures régionales plus robustes, par exemple ? Alors, par rapport à ce que je disais avant sur le fait que ce soit des robots, je pense qu'il n'y a pas au départ, on vise pas spécialement une collectivité par rapport à une autre. Sur les chiffres, je dirais que comme il y a plus de départements que de régions, est-ce qu'il n'y a pas plus d'incidents aussi qui sont ouverts par rapport et est-ce que tout le monde joue le jeu sur l'ouverture des incidents? Je pense que sur 2025, c'était plutôt des incidents mineurs quand même pour toutes ces grosses collectivités. Parce que même si vous dites que pour moi les départements ça reste des grosses collectivités avec des gros moyens, et donc aujourd'hui la plupart en tout cas ont fait le nécessaire pour avoir des SI sécurisés. Et que c'est plutôt sur les petites collectivités qu'il y a vraiment aujourd'hui un effort à faire au niveau de je pense au niveau de la cyber. Au niveau de la prise de conscience du coup des décideurs. Au niveau des moyens, puisque souvent, vous voyez, on a en fait finalement une ville de 5000 ou 10 000 habitants a les mêmes compétences qu'une ville de 50 ou 100 000, avec des moyens qui sont bien moindres.
Pour autant, il faut qu'ils fassent de l'informatique, de la cyber, un système d'information, etc. Donc, il y a peut-être des moyens de mutualiser. Il y a quand même des choses qui se font avec des OPSN dans certains territoires. Donc voilà, je pense que il faut accompagner ces collectivités où souvent il n'y a pas de toute façon les compétences, même sur une ville de 55 000 habitants comme Chelles, on a j'ai la chance d'avoir un ingénieur cyber, sécurité et réseau très compétent, mais on n'est pas je pense qu'il y a beaucoup de collectivités où c'est difficile, déjà on a un souci pour recruter dans les collectivités, donc avoir de la compétence comme ça dans les collectivités, c'est pas toujours évident, et donc là je vous parle d'une ville de 55 000 habitants, mais je pense que c'est encore plus dur quand les villes sont plus petites, où le système d'information ça va être 2 personnes, un technicien, un responsable ou 3 techniciens, quand vous avez une centaine de progiciels à gérer. Oui. Voilà, vous avez les mêmes problématiques qu'une ville plus grande, avec des moyens beaucoup moins importants. Donc je pense qu'il y a un accompagnement à faire, ou en tout cas une mutualisation. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de territoires qui travaillent avec des syndicats ou des OPSN qui mutualisent, et la cybersécurité en fait partie de ces outils. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que la ville de Chelles avait été cyberattaquée en 2019. J'aimerais bien revenir sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez découvert que vous faisiez l'objet d'une cyberattaque ? Est-ce qu'il y a un signal clair qui a été remonté, ou plutôt un enchaînement de dysfonctionnements que vous avez dû interpréter en urgence ? Oui, je pense que ça a été une très bonne chose pour nous. Alors en 2019, c'était les attaques éclairs, c'est-à-dire que il y avait une faille, ça envoyait, ça minait pas, ça envoyait directement la charge. Donc ce qui s'est passé, c'est un vendredi, en rentrant de déjeuner à 13h30, 14h, on ouvre les services et les logiciels ne fonctionnent plus. Bon. Et les logiciels qui fonctionnaient avec une solution qui s'appelle 2X, enfin du bureau distant. Et puis donc au bureau, on prend la main sur le serveur et on voit donc ransomware bloqué. Donc on décide. C'était avant en plus 2019, c'était avant la grosse attaque d'Angers où tous les services étaient bloqués. Donc on décide d'éteindre ce serveur. On regarde qu'est-ce qui est impacté. On constate 5 serveurs impactés et 10 000 fichiers qui sont chiffrés sur notre serveur bureautique. Donc on se pose pas trop de questions, on informe rapidement la direction générale que on a des services qui sont coupés, qu'on a subi une attaque, et on restaure les machines de la veille en faisant attention à ce serveur de bureau distant qui soit mis à jour. On écrase les anciennes machines, donc on perd toutes les données. Ça, c'est été la plus grosse erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu savoir comment c'est arrivé, par quel biais, pourquoi en fait c'est rentré. Et puis on restaure les 10 000 fichiers au fur et à mesure. Donc dans l'après-midi, on avait restauré les 5 serveurs et on va dire qu'on était à isopérimètre en fin d'après-midi, c'était un vendredi. Et puis les fichiers, il nous a fallu quelques jours pour restaurer les 10 000 fichiers. Mais ça a été finalement un bien pour un mal, parce que ça nous a alerté sur moi qui venais en plus du réseau de la sécurité. Bon voilà, j'avais constaté que j'avais laissé quelques largesses sur la mise à jour des postes, sur la mise à jour de l'antivirus. Est-ce qu'il est bien à jour? Est-ce qu'il est bien sur tous les postes? Est-ce qu'il est bien sur tous les serveurs? Et donc on est revenu un peu sur les fondamentaux. Et puis ça a sensibilisé aussi nos élus. Donc on a acquis des solutions aussi de sécurité nouvelles qui nous a permis d'être plus serein par la suite. Et puis avec le plan de relance 2020 qu'on a réalisé avec l'ANSSI, on a encore rajouté des couches supplémentaires qui nous a permis de mieux se sécuriser. Mais on va dire que finalement cette attaque c'était un mal pour un bien, puisque ça nous a vraiment sensibilisé sur le fait que attention, là il faut qu'on mette de la sécurité. Ouais. Et cette attaque qui était éclair nous a permis donc de nous sensibiliser à ça, mais on aurait pu en 2020 avoir une attaque beaucoup plus travaillée, qui aurait attaqué bien plus avec l'Active Directory, les sauvegardes. Là, c'était pas le cas, mais ça nous a permis de corriger quelques fonctionnements finalement où on court tellement dans tous les sens, il y a tellement de projets. On verra plus tard. Non, en fait, 2019, le changement que ça a fait, c'est que la sécurité est importante. La sécurité était prioritaire en 2020. Voilà, tout simplement. Ah ouais. Et donc vous dites, vous avez perdu des données que vous avez réussi à rattraper après, à récupérer. Quelles ont été les autres conséquences? Vous avez eu un arrêt des services pendant quelques heures? Voilà, on a
On a eu un arrêt des services et de guichets uniques, enfin de notre espace service pour tout ce qui était demande, puisqu'on a eu et on a restauré 5 serveurs. Donc dans l'après-midi, on va dire qu'on a eu une demi-journée où un quart des services en fait n'étaient pas disponibles. C'était rapide finalement. Finalement, c'était rapide parce qu'on s'est pas posé de questions. On a tout de suite éteint les machines. On a dit tiens, on a vu lesquels étaient impactés, on les a restaurés à la place, donc on les a écrasés, on a redémarré, et donc ça a été assez rapide, ouais, tout à fait. Donc finalement, votre chance, ça a été d'être attaqué par une cyberattaque pas trop sophistiquée qui vous a pas fait un shutdown complet. C'était en 2019, et à partir de 2020, on a vu des attaques beaucoup plus sophistiquées. Ouais. Et voilà, notre chance a été finalement d'être attaqué un peu plus tôt que certains. D'accord. Et est-ce que vous avez payé la rançon? Alors, vous n'avez pas eu besoin, alors, finalement. Non, on n'a même pas discuté. On a traité tout de suite le problème. De toute façon, je rappelle qu'il faut jamais payer la rançon. Déjà, et puis de toute façon, dans la collectivité, on ne sait pas payer des rançons. Donc, vous n'avez pas le budget, de toute façon. Ouais. Je connais pas de collectivités qui ont payé les rançons. Oui. Ouais, c'est toujours une mauvaise idée. Et sur le plan humain, alors comment est-ce que la mairie réagit dans ces moments? Est-ce que c'est la sidération? Est-ce que c'est l'action immédiate? Est-ce que c'est le déni? Comment est-ce qu'on fait? Quand on rappelle 2019, on n'avait pas beaucoup d'attaques. Il n'y avait pas de Angers, c'est 2020. La plupart des collectivités sont fait attaquer entre 2020 et 2023, enfin de notre taille. Donc il n'y avait pas de cette même sensibilité. Nous, on a restauré. Bon, bah voilà, c'était pas la même problématique. Et donc, alors que pour avoir eu des retours d'expérience de collectivités qui sont vraiment attaquées avec des attaques sophistiquées où ils ont tout perdu, où ils ont mis des mois à remettre, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait le DSI se pose toujours la question qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ouais. C'était quand même qu'est-ce que pourquoi ça avait comme ça, pourquoi on n'a pas fait ça, enfin voilà, il y a mais dans l'ensemble, on a toujours en tout cas dans les retours d'expérience qu'on a vu, c'est que les collectivités qui sont fait attaquer, il y avait une vraie les DSI ont un retour où finalement tout le monde a relevé les manches et a fait le nécessaire pour remettre le service le plus vite possible. Voilà. Et sans compter voilà les heures où voilà, il y avait vraiment ce côté commando qu'on a pu constater dans les différents retours d'expérience. Solidarité un peu. Tout à fait. Alors si vous deviez donner un conseil à un DSI de petite commune qui n'a pas encore vécu ce type de crise, qu'est-ce que vous lui diriez? Que la sécurité est prioritaire et qu'il doit se faire accompagner, étant une petite collectivité, qui doit se faire accompagner et s'assurer que ses données sont bien sécurisées, ses sauvegardes sont bien sécurisées, ses sauvegardes sont pas disponibles sur Internet. Voilà. Il est une sauvegarde immuable qui sera de toute façon sa garantie de repartir. Très bien, merci. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence artificielle, comme quoi c'était vraiment un des sujets importants pour le côté numérique. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ça s'impose un peu dans tous les discours politiques, comme la prochaine révolution territoriale. Pourtant, dans les collectivités, la gestion de la donnée, elle est encore fragmentée, parfois sous-estimée, alors même que ces entités collectent une masse de données critiques. J'avais reçu dans ce podcast également Philippe Latombe, qui est député engagé sur les sujets numériques et qui partageait une inquiétude très spécifique sur la gestion des données. Ce qui l'effraie le plus, c'est pas tant qu'un fichier fuite ou soit revendu illégalement, mais qu'on en vienne à croiser légalement des masses d'informations de santé, par exemple, notamment sur des populations vieillissantes, pour créer des modèles économiques extrêmement ciblés. Il évoquait le risque qu'un acteur comme une compagnie d'assurance, doté d'un accès privilégié à des données croisées, puisse affiner ses critères de souscription à un niveau tel que l'assurance devienne sélective, voire discriminatoire. Et notamment, il citait Alphabet, donc qui est la maison mère de Google, qui possède déjà une compagnie d'assurance et qui serait, selon lui, capable d'anticiper des tendances de santé de façon très précise. Donc vous qui travaillez dans une collectivité territoriale, donc qui a justement des croisements de données, est-ce que c'est une crainte que vous partagez? Et est-ce que vous pensez que le cadre juridique et technique actuel est suffisant pour prévenir ces dérives? Ou bien est-ce qu'on est doucement en train de glisser vers une forme de formatage algorithmique des politiques publiques? Alors,
Je pense que là, ce qu'a cité le sénateur, ce député Philippe Laton, le député, je pense que il y aura sûrement des dérives au niveau de l'IA dès qu'il y aura du business. Et c'est vrai que nous, les collectivités publiques, on fait pas on est là pour le service public. Et donc, je pense pas que les dérives, elles arriveront dans les collectivités. Mais par exemple, au niveau du droit, aujourd'hui, je sais pas si ça existait mais même si c'est pas interdit, mais je pense que l'IA est capable, en fonction des décisions d'un juge, par exemple, par rapport à un nouveau dossier, il serait capable de dire tiens, la décision du juge par rapport à ce dossier va plutôt être positive ou plutôt négative, ou est-ce qu'il vaut plutôt peut-être aller dans tel tribunal pour voilà. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de dérives avec l'IA, donc il faudra faire très attention, mais c'est un vrai enjeu pour les collectivités pour accompagner et moderniser. On a beaucoup modernisé nos collectivités avec la dématérialisation, le numérique, la dématérialisation de bout en bout, et je pense que l'IA sera un nouveau levier, en tout cas de modernisation, pour accompagner nos agents sur des tâches des fois peut-être très simples, mais et d'avoir une réponse un peu voilà, il y a la réponse par mail à un citoyen qui sera peut-être par rapport à un arrêté qui est pris et le vulgariser. Enfin voilà, il y a pas mal de on va dire d'outils qui peuvent répondre à des besoins et donc je pense que de toute façon c'est une révolution l'IA. On parlait de révolution comme l'électricité, je dirais pas que c'est une révolution comme l'électricité, mais en tout cas c'est une révolution un peu comme l'informatique qui est arrivée dans les années 2000 et sa dématérialisation qu'on a pu avoir. Avec l'IA, on va avoir une nouvelle, on voit en tout cas aujourd'hui des projets arriver sur les collectivités, des outils qui répondent à des besoins qu'on constate. Et la première chose qu'il faut mettre en place, enfin que les collectivités mettent en place, c'est la culturation aussi à l'IA de nos agents. Je pense que ça c'est le premier projet que beaucoup de collectivités mettent en place aujourd'hui. Oui, donc justement sur l'usage de l'IA dans les collectivités, il y a un baromètre de l'Observatoire Data Publica qui a été publié en début d'année 2025, et qui dit que une collectivité sur 2 affirme avoir déjà lancé un projet en lien avec l'IA ou prévoit de le faire dans les 12 prochains mois. Donc c'est un saut considérable parce que en 2022, elle n'était que 1 sur 5. Donc on assiste clairement à une forme d'effervescence autour de l'IA, portée autant par l'effet de mode que par des promesses bien réelles d'optimisation des services publics. Est-ce que c'est un mouvement que vous encouragez ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres ? Et si oui, quel type de projet est-ce que vous menez concrètement autour de l'IA ? Quelles applications est-ce que vous voyez émerger qui sont particulièrement pertinentes pour les territoires ? Alors, moi je trouve que sur les chiffres, je dirais même plus que 1 sur 2. Je pense qu'aujourd'hui toutes les collectivités ont pris le pas sur l'IA et que là, on est même plus que 1 sur 2 qui ont mis en place des projets. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait l'avènement de l'IA pour le particulier, mais pour finalement les entreprises de nos tailles, c'est quand même ChatGPT et c'est novembre 2022, je crois. Donc en 3 ans, ça a été énorme. Nous l'année dernière, on avait déjà une présentation sur l'IA, puisque l'IA était déjà notre thème du congrès, et il y avait en 1 an 99% ou 97% des étudiants qui utilisaient de l'IA. Et il me semble qu'on était à un certain nombre, mais qui était assez impressionnant, où les étudiants avaient des abonnements avec une IA professionnelle de 30 € par mois. Donc, quand on sait que quand on est étudiant, on a souvent des moyens assez limités, mais qui font le choix de prendre cette solution, de prendre un abonnement et de mettre 30 € tous les mois, ça veut dire que vraiment, ça leur apporte quelque chose d'important. Nous, au niveau en tout cas moi, le premier cas d'usage sur lequel l'IA était un vrai plus, c'est sur le chatbot. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup en tout cas l'assistant conversationnel sur un site internet qui va accompagner jusqu'à l'avènement de l'IA. On était sur des processus avec telle question, je vais répondre à telle réponse. Donc c'était en fait finalement un fichier Excel avec toutes les questions qu'on pouvait imaginer et les réponses qu'on voulait donner. Et puis l'assistant il répondait comme ça, et puis souvent l'assistant répondait à côté. Donc c'était un travail colossal.
global et pour une efficacité souvent assez limitée. D'abord, l'éditeur avec lequel on travaille sur l'assistant conversationnel, il avait quand même un taux de réussite de 50% de projets avant que l'IA arrive. Et c'est vrai que l'IA, en 2 mois, vous avez mis en place un assistant conversationnel qui va récupérer les données sur votre site internet, qui va vous faire des réponses cohérentes. Alors peut-être que les réponses, elles seront pas, elles rentreront pas dans le détail, mais en tout cas, elles sont très générales et elles répondent en tout cas aux besoins de. Donc là, c'est le premier cas qui a été vu. Le deuxième, c'est que voilà, il faut, je pense, acculturer, donc avoir un plan de formation pour nos agents. Sur des outils, donc là on a fait l'acquisition au niveau de la ville d'un outil Delibia qui permet d'avoir accès à un panel de délibération, d'accompagner en tout cas sur tout ce qui est rédaction avec différents outils qu'on trouve très intéressants. Cette solution en plus elle a été mise en place par d'anciens agents de collectivité, donc ils comprennent les besoins des agents et donc voilà. Ça va être notre choix et après aussi faire le choix de il y a cette problématique aussi de finalement de perte de données. On a plusieurs cas on a entendu vu que l'IA se nourrit des données qu'on lui met, quand vous utilisez une IA qui est sur le web qui est ouverte à tous, les données que vous allez y mettre elles seront également ouvertes à tout. Donc il y a aussi cette restriction à faire au niveau des collectivités pour que nos agents utilisent tel ou tel outil et non pas divers outils du marché. Est-ce qu'il y a certains cas où vous estimez que l'IA n'est pas une bonne idée, ce sera pas forcément un avantage pour la collectivité, ou ça peut être un risque, ça peut être de toute façon, dans toute révolution, il va y avoir des échecs. Il y aura peut-être des outils qu'on va penser qui seront pertinents et finalement le seront pas. Et puis d'autres, on n'aurait jamais pensé l'usage. On va le voir. On a quand même sur la rédaction, l'accompagnement aux rédactions, je pense qu'il y a un vrai sujet. On entend beaucoup parler de projets sur tout ce qui est marché public, réponse au marché, des deux côtés finalement, parce que c'est rédaction du marché, réponse au marché. Et aussi analyse du marché. Donc finalement, l'IA travaille tout seul et plus personne. Donc il y aura toujours un aspect humain, il me semble, au moins sur la décision et sur la réponse, qui est nécessaire. Voilà, il y a plein de sujets. Je pense qu'il y en a qu'on n'a même pas on n'y pense même pas et qui arriveront demain. Après. Attention à l'IA, on sait qu'elle est gourmande. On a quand même des stratégies numériques responsables à mettre en place. Il faut faire attention, mais là aussi, je pense qu'on est quand même sur une prémisse d'IA et que demain, il y aura la course aussi à des IA moins énergivores, qui permettra aussi d'être concurrentiel par rapport à d'autres qui sont énergivores pour les. Donc, pour moi, on est vraiment qu'au début de l'IA. Bon, très bien. Alors, l'intelligence artificielle, elle repose sur les données, et c'est un autre sujet essentiel quand on parle de collectivité. Donc, le baromètre de l'Observatoire Data Publica révèle justement que les citoyens placent les collectivités territoriales parmi les acteurs les plus fiables en matière de gestion des données personnelles. 2/3 disent avoir confiance, juste derrière les professions de santé, et bien devant l'État, qui n'a que 49%. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce niveau de confiance ? Est-ce que c'est simplement lié à la proximité et à la dimension humaine des collectivités ? Est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond dans la manière dont vous abordez la donnée, plus transparente, plus sobre, plus responsable ? Ouais, il doit y avoir plusieurs facteurs. Je pense que le facteur local, où on a aussi moins de données peut-être que des agences de l'État ou que les hôpitaux, où on est sur des données plus sensibles. Donc en tout cas sur les collectivités villes, puisque les départements ont quand même des données sensibles de santé, mais on a souvent des données qui sont sur l'état civil, peuvent être des données publiques, sur on va tout ce qui va être PA scolaire. Donc sur finalement sur lequel on va revenir peut-être à la cyber, mais
On n'a pas sur ces données-là, on en a beaucoup par contre. On a pléthore parce qu'on a beaucoup de progiciels. D'abord le RGPD, il me semble qu'il aurait dû être assoupli pour nos collectivités. Mais voilà, le plus gros risque reste la cyber, puisque les fuites de données finalement. Nous en tant que collectivité, on va pas avoir des usages de ces données économiques. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Et puis les collectivités, la proximité des collectivités fait qu'on est souvent plus apprécié du citoyen que l'État ou d'autres structures étatiques. Oui, il y a cette dimension un peu humaine. Tout à fait. Ouais. Comme vous l'avez dit. Notre équipe CTI a publié récemment une analyse sur la montée en puissance du phishing et des deepfakes dopés à l'IA. Et donc, c'est donc des attaques de plus en plus personnalisées, plus crédibles, plus difficiles à détecter. Et un exemple récent, c'était une multinationale qui s'est fait voler 25 millions de dollars, à la suite d'un faux appel vidéo généré par IA qui mimait la voix et l'image de son propre CFO. Est-ce que ce type de menace fait déjà partie de vos préoccupations dans les collectivités? Est-ce que vous avez déjà vu émerger des scénarios similaires ou est-ce que c'est encore perçu comme un récit de science-fiction? Alors, c'est pas un récit de science-fiction puisque c'est quand même c'est une vraie pour cette multinationale, ça a été réel, c'est réel. Je crois que c'est une multinationale chinoise. Ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on peut faire, si ça a été fait, c'est que c'est faisable. Après, est-ce que nous collectivités, il y a quand même des moyens assez importants pour mettre en place ce genre d'attaque. Et puis peut-être que nous collectivités, on est quand même sur des structures où on est local, donc on est les uns à côté des autres. Donc là, c'était dans le cadre d'une visio, on pouvait faire. Voilà, je pense qu'on a peut-être beaucoup moins de décisions comme ça qui vont être prises à distance en numérique que dans un bureau par rapport à des choix comme ça économiques. Mais par contre, ça fait quand même réfléchir ce genre d'attaque. Il y a déjà des éditeurs, en tout cas des solutions françaises qui permettent de sensibiliser à ça et de se munir et de se sécuriser par rapport à ça. Mais j'avoue que voilà, ça fait partie des choses que l'IA, les choses négatives que l'IA peut mettre en place. Ouais, tout à fait. Et alors on a aussi beaucoup entendu parler de smart cities, de smart territories, et on a eu parfois la sensation que certaines villes se faisaient un peu la compétition pour devenir les vitrines de l'innovation urbaine. On a entendu parler de Dijon, de Lyon, de Nice, qui veulent devenir des villes intelligentes. Donc je pense par exemple à Lyon qui avait repensé son urbanisme pour intégrer des quartiers entièrement connectés, Dijon qui a centralisé la gestion de l'espace public avec On Dijon, et Nice qui expérimente la vidéosurveillance algorithmique dans un centre d'hypervision unique en Europe. Est-ce que vous considérez ces initiatives comme des modèles inspirants pour d'autres territoires, y compris de taille moyenne, ou bien est-ce que vous observez un risque de fracture technologique entre quelques villes vitrines et puis le reste du pays? Puisque c'est vrai que non, je pense que la Smart City, personnellement, nous on est une ville de 55 000 habitants, on a mis en place un schéma directeur Smart City depuis 2 ans, avec une volonté de fonctionner autrement, puisque par le passé on était plutôt sur des cas d'usage, donc des silos sur la Smart Connectée et Smart City, et plutôt d'avoir une vision globale de ce qui est fait avec 5 axes, des axes sur Smart City, Smart Grid, vraiment les bâtiments, la voirie, la sécurité, mais également un axe plutôt plus social ou un axe lié à la modernisation de notre administration. Si on prend l'exemple de Dijon, pour avoir visité leur site, la volonté aussi c'était de Dijon, c'est de dire on a différents outils de maintenance avec différents contrats, différents partenariats, et il y a cette volonté de finalement de centraliser et de faire des économies
des économies en mutualisant les solutions. Donc c'est vrai qu'on va avoir 2-3 villes vitrines parce que on va parler d'elles, mais il y a beaucoup de vidéosurveillance en tout cas qui fait il y a beaucoup de collectivités qui utilisent déjà l'IA dans la vidéosurveillance depuis quelques années avec des solutions voilà. Mais automatiquement les grandes villes qui sont souvent précurseurs sont vitrines et finalement sont moteurs pour les autres collectivités en disant bah tiens on a mis ça en place etc. Donc j'ai plutôt cette vision-là et la Smart City est au cœur de toute façon de toutes les collectivités et des DSI puisque qui dit Smart City dit souvent de l'IP, de la cyber, de la sécurisation de tous ces objets connectés. Voilà. Et en parallèle du coup de ce terme de Smart City, on a vu émerger quelques noms de labels, notamment depuis 2022 le label Commune Cyberdynamique qui a été soutenu par la Gendarmerie nationale et par cybermalveillance.gouv.fr, par l'ACN et par l'AMF, qui récompense du coup les municipalités et les communautés de communes qui s'engagent dans une démarche structurée de cybersécurité. Donc c'est un peu à l'image du label Village et Ville et Villages Fleuris. Ça vise à reconnaître un peu l'effort et aussi à valoriser l'image de la commune auprès des habitants et des partenaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces labels ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est intéressant pour ces villes justement de concourir pour avoir ces labels? Bah, les labels de toute façon c'est les conquérir aux labels souvent c'est des choix politiques. Il y a de nombreux labels qui sont mis en place quasiment dans tous les métiers des collectivités. On a des labels. C'est vrai que le plus connu c'est les villes et villages fleuris. Qui a vraiment beaucoup de sens pour les politiques publiques, en tout cas, de mettre en avant leur territoire. Sur le label cyber, je dirais, il y a peut-être moins de volonté politique d'afficher, en tout cas, ce que l'on fait en termes de cyber. Voilà, restons cachés ou en tout cas discrets et puis voilà et humbles. Bah écoutez, merci beaucoup Antoine de vous être prêté au jeu de mes questions. Merci à tous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez les clips vidéo de cet épisode sur mon LinkedIn, Anne-Laure de la Rivière, et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute et à commenter et noter les épisodes. À très vite dans l'œil de la cyber. Merci Anne-Laure.